Il me revient maintenant de démarrer cette troisième séquence qui va nous emmener dans un pays plus rural. Donc c'est l'agglomération de Ruffec en Nouvelle-Aquitaine, en Charente, le pays ruffecquois, qui a mis en place un dispositif de mobilité rurale, un plan de mobilité rurale. Et c'est Guillaume Queneau, chargé de mission Santé, Sport, Solidarité au PETR du pays de Ruffecquois, donc au pôle d'équilibre territorial et rural, qui va nous en parler. On voit que ces questions de mobilité, c'est important de les mettre en avant aujourd'hui, et surtout de transition dans la mobilité, c'est-à-dire d'être capable de proposer des alternatives à la mobilité routière carbonée dans laquelle nous sommes largement plongés depuis quelques décennies. Ça ne concerne pas que les grandes villes, ça concerne, on l'a vu, des villes de taille intermédiaire et même des pays plus ruraux. Et c'est Guillaume Queneau qui va nous en parler. Je vous laisse la parole. Alors donc, je vais vous parler d'un dispositif, d'un plan stratégique qui a été mis en place sur un territoire rural. Donc, alors je vous présente rapidement le territoire. Donc, on est au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, dans le Nord Charente. Donc, le petit point vert que vous avez sur la carte, c'est le pays du Ruffecquois. Donc, on est au carrefour de plusieurs départements, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et la Vienne, avec une polarité centrale qui est Ruffec. Et puis d'autres petites structures, d'autres communes qui polarisent un peu la population. Donc un territoire essentiellement rural, 83 communes, 2 comités de communes, et puis donc 36 400 habitants. Excusez-moi, on est à 35 000 habitants, je me permets juste de par kilomètre carré. Et donc, on a 75% des communes du territoire qui ont moins de 500 habitants. Donc forcément, la question de la mobilité est une question importante sur ces territoires-là, notamment avec une population vieillissante et une perte de plus en plus importante des services de proximité. Le territoire est coupé en deux par la route nationale 10 qui descend de Poitiers à Bordeaux. Et donc, la majeure partie des services sont conditionnés sur ce secteur-là. Je vais présenter rapidement ensuite la structure qui m'emploie. Donc, c'est un pôle d'équilibre territorial et rural, donc le regroupement des 2 comités de communes, avec 2 compétences prioritaires qui sont la promotion de l'office du tourisme et le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, ainsi que d'autres missions autour de l'environnement, du programme européen leader, du climat et de l'énergie avec le programme TEPOS, et puis les questions de santé et sport, dont je m'occupe notamment par l'intermédiaire de la coordination d'un contrôle local de santé. La question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis en place un plan de mobilité rurale? Eh bien, en fait, le plan de mobilité rurale, c'est une démarche qui nous a été proposée par la délégation départementale des territoires de la Charente, à la fois parce qu'on était pôle d'équilibre territorial et rural et que notre territoire était celui du SCOT. Donc, il nous a été proposé de devenir territoire d'expérimentation et donc aussi de participer au pilotage de ce projet. Le plan de mobilité rurale, en fait, c'est un plan stratégique qui a été initié par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, dont l'objectif, c'était le pendant des plans de déplacement urbain pour les agglomérations. Et l'idée, là, c'était de pouvoir imaginer sur un territoire rural comment on peut adapter la mobilité aux zones peu denses, en prenant en compte les enjeux socio-économiques, environnementaux. Et puis, la question qui était portée aussi par la loi LOM, c'était le droit à la mobilité. Aujourd'hui, la loi LOM a allégé, je dirais, le plan de mobilité rurale en transformant ce plan en plan de mobilité simplifié à destination des autorités organisatrices de la mobilité de moins de 100 000 habitants et des autres territoires. Pour vous donner une information complémentaire, effectivement, c'est un projet qui a été une démarche volontaire qui a duré entre 1 an et quasiment 2 ans pour la mise en place, du lancement à sa réalisation. Donc, je vous présente maintenant le synopsis, donc la présentation globale. Donc, il a fait l'objet de plusieurs organisations avec un diagnostic qui a été porté par le CEREMA, et puis différentes actions auprès des acteurs locaux, auprès aussi des habitants et des élus pour mieux appréhender la mobilité sur notre territoire. Et puis adjoint à ce dispositif, une fois que le plan d'action a été établi, on y a ajouté une petite particularité, c'est qu'on a décidé de mettre en place
ce qu'on appelle une évaluation d'impact en santé, donc ce qui est sous l'acronyme EIS, pour essayer d'analyser au regard de la question de la santé des habitants du territoire, quel serait l'impact positif ou négatif des actions qui étaient portées par le PMRU. Donc la démarche du PMRU, c'est... j'ai fait une petite erreur, j'ai fait l'inversion. Donc le diagnostic, il y a eu donc 9 rencontres territoriales qui ont été mises en place pour échanger avec les différents élus. Une enquête habitants qui n'a pas forcément très bien marché parce qu'en fait, avec le recul, on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup trop complexe pour qu'elle soit véritablement pertinente. Par contre, à côté de ça, la question des rencontres qu'on a fait avec les élus, on a eu quasiment 60% de présence sur la totalité des rencontres, donc c'était plutôt très intéressant. Et puis une vingtaine de rencontres bilatérales avec les acteurs aussi bien des centres sociaux, des associations solidaires comme le Emmaüs, ou alors des épiceries sociales et solidaires qui est sur le territoire, les associations de commerçants, voilà, pour essayer d'accompagner et de mieux comprendre le schéma et les attentes de ces partenaires. Et puis aussi 7 ateliers qui étaient proposés pour rencontrer les habitants. Alors ça n'a pas été un succès, ça n'a pas été le succès escompté, malgré qu'on ait essayé d'être le plus en proximité des territoires. Voilà un petit peu l'idée. Et puis, une fois que ce volet-là, diagnostic, était fait, il y a eu un état des lieux donc, qui était porté par le CEREMA. Et puis, à partir de là, un plan d'action avec 6 leviers, dont l'objectif était de réduire le sentiment d'habiter dans une zone blanche. C'était un document qui était présenté par le CEREMA. Autour de ces leviers, donc, la gouvernance et la compétence des mobilités, c'était le premier enjeu de ce plan de mobilité rurale, c'était de faire prendre conscience aux élus des 2 côtés de communes qu'elles avaient tout intérêt à prendre la compétence AOM. Malheureusement, elles n'ont pas fait ce choix-là pour des raisons qui les concernent, et je n'ai pas à donner plus d'avis que ça, mais bon, voilà, ça aurait pu être intéressant pour qu'elles puissent prendre en considération de manière s'accaparer la question de la mobilité sur leur territoire. Ensuite, le deuxième levier, c'était la communication, où là, il y avait l'objectif de créer une plateforme dédiée à la mobilité. Alors, elle n'a pas pu voir le jour, justement parce qu'elle était aussi liée à la question de la compétence de la mobilité. Donc, voilà, les deux corrélés n'ont pas pu voir le jour. Sur le levier 3, par contre, il y a des choses qui ont été effectivement faites ou qui étaient déjà existantes, mais qui ont été valorisées et mises en avant dans le cadre de ce plan de mobilité rurale, notamment un transport à la demande, un Rurabus sur la communauté de communes Val-de-Charente, où se situe la commune de Ruffec. Il y a des projets aussi de garage solidaire qui est en train d'émerger sur l'autre communauté de communes, porté par le centre social. Il y a aussi un projet porté par une collectivité du sud du territoire pour la réouverture de sa halte ferroviaire, qui a été validée par l'ensemble des parties, la région, qui est donc AOM. Et puis d'autres actions qui n'ont pas encore vu le jour, mais qui peuvent, avec un temps d'intégration, des dynamiques autour de la mobilité, qui pourront voir le jour sur des parkings pour la mise en place du covoiturage, ou encore des organisations autour du covoiturage solidaire. Au niveau du levier 4, il y avait un objectif qui était celui de mettre en place la disposition de chauffeurs pour des personnes qui ont une voiture mais qui n'ont plus la capacité de conduire. C'est un levier qui n'a pas encore été exploité. Au même titre que le levier 5, qui était les modes actifs. Pour l'instant, il n'est pas encore levé parce qu'il y avait beaucoup de territoires ruraux sont en train de travailler sur les communes nouvelles, l'agglomération de plusieurs communes. Et une commune qui aurait pu être, dont le projet est en train d'être réfléchi pour voir comment on peut accorder l'ensemble des 3 cœurs de bourg par des liaisons douces, notamment des chemins blancs, puisqu'on a cette possibilité-là. Donc il y a des choses qui sont en train de se réfléchir, mais ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on avait nous imaginé au départ. Et puis là, dernièrement, il y a un
projets qui pourraient voir le jour autour d'un plan vélo et des différentes polarités qui pourraient s'étendre sur les communes plus petites avec une réflexion qui est actuellement en cours. Le levier qui a, lui, le plus fonctionné, c'est le levier 6, l'accès aux services itinérance, avec la création d'une maison de service au public itinérante. Donc, je vous présente une photo juste maintenant. C'est l'association Emmaüs Ruffec qui a travaillé déjà sur les questions de mobilité avec la mise en place d'un service de location de scooter, ou ce qu'on a mis en Charente en place, un conseiller en mobilité et insertion. On les a sollicités, un partenariat s'est mis en place avec le pays ruffécois et la direction départementale des territoires pour mettre en place un bus France Service qui circule sur les zones identifiées comme zones blanches sur le territoire du pays du ruffécois. Et je voudrais juste finir par vous présenter une slide rapide qui présente ce qu'est l'évaluation d'impact en santé. Donc, par rapport aux différentes actions qui ont été présentées, on a adossé à ces actions-là une démarche prospective et participative qui est l'évaluation d'impact en santé, où l'objectif c'était d'analyser l'accès aux services de soins pour les populations en difficulté de mobilité sur le territoire du ruffécois. Au regard des différents éléments, toutes les actions qui étaient envisagées dans le cadre des différents leviers que je viens de vous présenter auraient tendance à avoir un impact très positif auprès de la population. L'idée étant de croiser à la fois la littérature, ce qu'on appelle la matière grise, la littérature, et puis le retour d'expérience des populations. On a rencontré plusieurs groupes de public du territoire pour essayer de leur présenter les différentes actions qui étaient proposées et voir comment, si ça se mettait en place, quel serait l'impact que ça aurait sur leur santé et la façon dont ils seraient utilisés. Donc tous ces éléments-là sont disponibles à la fois sur le site internet ou quand vous aurez accès au PowerPoint, vous pourrez avoir le rapport final qui a été présenté début 2020. En conclusion, il y a des points positifs et des points négatifs. L'avantage, c'est que c'est un plan d'action et que ça permet à l'ensemble des collectivités de pouvoir s'appuyer sur un plan stratégique avec des actions à mettre en place qui pourraient... Maintenant, il faut que les élus s'accaparent ce projet. Un autre point positif, c'est l'implication du territoire, comme j'ai pu l'évoquer, entre les différentes rencontres. Il y a une vraie émulation qui s'est mise en place. Une problématique était le portage politique de ce projet-là, parce qu'effectivement, et c'est une corollaire de l'implication des élus, la DDT est venue nous proposer cette expérimentation et le territoire était intéressés, forcément, puisqu'ils l'ont validé. Par contre, ils n'ont pas eu à s'impliquer financièrement dans le projet, puisque tout a été pris en charge par la DDT. Donc voilà, ça peut aussi poser question par rapport à ça, au même titre que le timing entre une année préélective avec de nombreux élus qui tiraient leur révérence, qui se représentaient donc pas sur la prochaine élection. Ça a aussi engendré par rapport à ce projet. Par contre, le volet portage des actions par le secteur privé, lui, a été très positif. Et vous pourrez aussi cliquer sur le document, sur ce lien-là, puisque je vous ai aussi mis la présentation du plan de mobilité avec plus de détails que je n'ai pu vous en donner aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous, Guillaume Queneau, pour cette présentation. Alors, j'ai d'ores et déjà quelques questions. On en prendra peut-être dans la salle et dans le chat, ou Francis en a également peut-être en tête. La première, c'est par rapport à ce dispositif, donc on comprend qu'il est très poussé, proposé par la direction départementale des territoires avec l'aide du CEREMA, et financé, si j'ai bien compris, entièrement par l'État, mais vous nous le préciserez peut-être.
comment aujourd'hui, finalement, il peut être suivi d'une action peut-être plus opérationnelle. Vous êtes, je crois, à Petite Ville de demain, avec éventuellement le financement complémentaire de projets d'infrastructures ou de services qui pourraient venir mettre en œuvre finalement un certain nombre des actions que vous avez identifiées comme utiles dans cette première étape d'analyse et de programmation. Première question. Deuxième question, plutôt autour de l'effet de la crise Covid. Est-ce que vous avez senti dans le territoire que ces questions de mobilité peut-être ont été questionnées durant le temps du confinement et puis des 2 dernières années? Je comprends qu'il y a eu des évolutions des équipes municipales, donc peut-être qu'il y a un temps d'appropriation du projet à nouveau nécessaire par les élus, mais voilà, est-ce qu'il y a eu du coup une prise de conscience, une modification par rapport à ces enjeux de mobilité depuis le Covid? Et puis, troisième question, ce serait celle de l'implication citoyenne. On voit souvent dans les petites villes et dans les villes moyennes, d'ailleurs aussi, on l'a vu à l'instant à Dreux, que le monde associatif peut être très moteur sur ce type d'initiative. Alors, je pense évidemment aux associations de défense des mobilités propres, on l'a vu avec les associations de vélo à Dreux, mais là, ça peut être aussi des associations de services à domicile dans le monde rural ou d'autres qui, éventuellement, peuvent être moteurs dans le développement d'actions peut-être moins significatives du point de vue structurant, mais par contre, du point de vue de la prise de conscience ou de la pédagogie, qui peuvent avoir des effets et des impacts sur, en tout cas, une attente ou une aspiration qui évoluerait du côté des usagers et des habitants. Voilà, 3 questions, et puis on va faire tourner, bien sûr, la parole. Alors, pour reprendre la question du financement, effectivement, c'est 100% hormis le montant mon temps personnel, enfin le temps que j'ai passé sur la coordination de ce projet, tout a été effectivement financé par la DDT. Le deuxième temps, la question, c'était l'impact de cette action-là aujourd'hui. Effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que le temps technique et le temps politique, il est rarement en adéquation, notamment sur ce projet-là. Aujourd'hui, on a la chance avec notre collègue sur le territoire TEPOS, enfin pour la démarche TEPOS, d'avoir eu la responsabilité d'organiser ce qu'on appelle les PCAET, les plans climat, air et énergie. Et donc du coup, dans le cadre de ces PCAET, la mobilité est un des vecteurs de développement. Et donc, si le PMRU a paru dans un premier temps être un peu mis de côté, aujourd'hui, il réinterroge les collectivités par l'intermédiaire des PCAET, au même titre que les PLUI qui sont en train de se mettre en place sur les 2 communautés de communes. Pour la question liée au Covid, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas de retour par rapport à ça. Je pense que les territoires globalement ont quand même été moins impactés que les territoires très urbains par rapport à la Covid, et dire qu'il y a un changement fondamental de pratique, c'est pas tout à fait ça serait faux de vous dire ça. Pour qu'il y ait un vrai changement, il faut qu'il y ait à la fois un changement de mentalité des populations, mais aussi un changement d'organisation du territoire, avec une meilleure adéquation de l'intermodalité entre les différents services, que ce soit le bus, le TER ou la mise en place d'espaces de covoiturage, un meilleur accès au cœur de bourg par rapport au vélo et aux piétons, parce que beaucoup de communes sont exclusivement en accès à la voiture, et ça peut générer des tensions par rapport au développement de ce type de dispositif. En même temps, il y a aussi une prise de conscience, et notamment sur UFEC, avec son étalement sur le territoire. Il y a une prise de conscience qui s'est mise en place avec la nouvelle municipalité, pour que des cheminements doux sillonnent de plus en plus la commune, et qu'il y ait une cohérence de territoire par rapport à ça. Et le dernier élément, c'était concernant l'application citoyenne. Alors, elle a été plutôt importante dans le cadre du diagnostic, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec les différentes rencontres, mais on a une difficulté sur notre territoire, hormis le fait de pouvoir interagir avec les associations comme les centres sociaux ou Emmaüs, ou encore l'épicerie sociale qui est sur le territoire.
on a quand même des difficultés à mobiliser les particuliers et à s'inscrire dans ces démarches-là. Je pense qu'il y a une réticence aussi au fait des distances entre les différents bourgs et l'absence que j'évoquais tout à l'heure, l'absence d'aménagement spécifique. Merci. Merci beaucoup. Si, ça marche. Je ne sais pas si on a des questions complémentaires dans la salle ou sur la discussion en ligne. Oui, Florentin. Oui, alors on a deux questions, dont une très précise qui concerne un terme que vous avez employé dans votre présentation, qui est les modes de déplacement en rabattement. Voilà, il y a une demande de précision sur ce terme, et également une demande de précision sur le contenu de l'offre de transport collectif à la demande qui est proposée. Merci. Alors, je vais commencer par la deuxième. L'offre de transport collectif à la demande, en fait, c'est un service, ce qu'on appelle j'ai deux nominations, c'est un transport à la demande, un Rurabus qui existe, qui était mis en place qui est mis en place par le centre social qui est basé sur Ruffec. L'objectif étant de permettre, dans un premier temps, quand il a été initié, c'était pour les personnes âgées qui avaient très peu de mobilité, de pouvoir aller faire leurs courses, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce déplacement, ce transport à la demande est en train de se développer de manière tout publique pour justement répondre à des besoins de déplacement, à la fois de loisirs, mais à la fois pour aller au travail ou pour aller faire ses courses ou pour aller chez le médecin, voilà, ce genre de choses-là. Après, pour le mode de déplacement en rabattement, je vois pas trop ce que j'ai voulu dire. Si j'ai utilisé ces termes-là, je sais plus à quoi j'ai fait référence. Et je m'en excuse d'avoir utilisé ce terme-là. Je vois pas à quoi ça pourrait faire référence. Est-ce qu'il est possible de préciser la question ? On imagine que c'est les rabattements peut-être vers les autres modes, donc la gare éventuellement, si elle existe, oui. ou des stations de bus, ou peut-être des lieux. Du coup, j'en profite pour approfondir avec une autre question. Finalement, spatialement, dans l'espace de cette double communauté de communes, de ce pays, ou peut-être sur la ville-centre, ou les deux ou principaux pôles centres, comment ça s'est matérialisé? Est-ce qu'il y a eu des aménagements dédiés à de nouvelles pratiques de mobilité? Vous parliez de covoiturage ou d'autopartage, par exemple. Est-ce qu'il y a des lieux un peu symboliques de ou qui pourraient devenir un peu démonstrateurs de cette nouvelle stratégie de mobilité? Par exemple, je ne sais pas, des parkings de supermarchés, justement, des gares ou des gares routières, ou des lieux d'accueil de population qui pourraient être un peu les lieux clés ou repères de ces nouvelles pratiques. Au niveau des collectivités, le seul exemple que je peux donner, c'est l'aménagement qui verra le jour au niveau de la halte ferroviaire de la commune de Vars. Voilà, c'est la seule, à aujourd'hui, c'est le seul exemple qui se concrétise par rapport à ça. Après, ce sont plutôt les acteurs privés qui se sont plus mobilisés, qui ont été confortés par le plan mobilité rurale. Des exemples peut-être? Ce que j'évoquais, excusez-moi, c'était les Mabus, ce que j'évoquais tout à l'heure avec le transport le bus France Service, que j'évoquais tout à l'heure, qui vient compenser. Il n'existait pas avant le plan mobilité rurale. Donc, s'il y a effectivement une action levier innovante qui a été mise en place, et c'est ce dispositif-là, et qui est aussi à la fois la représentation des services publics qui disparaissent sur les territoires ruraux, mais ça reste aussi une focale importante pour les questions de santé, puisqu'on a aménagé dans cet Emabus la possibilité d'avoir des actions autour de la santé, que ce soit par l'intermédiaire de l'hôpital de proximité qui est basé à Ruffec, d'avoir un accès avec pour les plus précaires, pour qu'ils puissent avoir une continuité dans leur parcours de soins, ou alors autour de l'activité physique et sportive dans le cadre du développement du sport santé et du bien-être. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant ce dernier point. On l'avait déjà évoqué lors d'un autre forum sur l'intergénérationnel et le vieillissement, que la mobilité, faciliter la mobilité, c'est pas forcément aider les gens à se déplacer de là où ils habitent vers là où ils veulent aller, mais ça peut être aussi faire venir le service
le plus près des gens, un service qui du coup est mutualisé et qui évite des déplacements individuels qui, eux, peuvent être également polluants. Donc c'est vrai que c'est intéressant dans le monde rural de regarder un peu sous un angle différent de celui qu'on peut connaître dans des milieux plus urbains, cette logique finalement de réduction de distance parcourue, mais par un service qui est inversé, c'est-à-dire on fait venir le service au plus près des habitants. Merci infiniment pour cet exemple inspirant. Alors, on sent qu'il y a encore un petit peu à faire. On est plutôt dans la phase de la réflexion. On espère vraiment que dans le pays rufécois, ces premières étapes vont permettre de réaliser des projets significatifs dans les prochaines années. Merci Guillaume Queneau. On va passer donc à la séquence suivante qui rebondit très bien sur celle-ci, puisque c'est la présentation des plans de mobilité simplifiés par nos partenaires du CEREMA qui ont été également à la manœuvre sur le plan de mobilité rurale du pays rufécois.